Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Souvenez-vous, en 2008 et puis en 2010, quand on parlait du Congo, Brazzaville, pays émergent, en 2025, j'en ai fait plusieurs articles en disant que c'était une escroquerie politique et dictatoriale. Et donc, nous allons rentrer là, tout droit, dans le piège de la tyrannie. Souvenez-vous, dans les années 90 ou 80, on parlait de l'autosuffisance alimentaire avant l'an 2000. Regardez là où se trouve le Congo aujourd'hui. Et donc, quand ils ont lancé cette affaire de pays émergents, eh oui, on a vu partout dans toute l'Afrique centrale, ils ne parlaient que de pays émergents avant 2020, 2025, 2030, autres. Donc, je savais que ça rentrait dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie. Alors, quels sont les critères qui font que votre pays rentre dans le processus ou est susceptible de rentrer dans le processus des pays émergents? Donc on ne devient pas pays émergent par un coup de tête. Non, non, il y a des critères, il y a des règles qui sont universelles et immuables aujourd'hui. Historiquement, pour devenir un pays émergent, il faut remplir déjà au moins 5 critères sur les 10. Mais je vais ici en citer que les 5. Parmi ces critères, premièrement, il faut miser sur le savoir et la connaissance. Or, Denis Sassou Nguesso a toujours détruit le savoir et la connaissance. Donc, sans la matière grise, sans les cadres bien formés, sans une main-d'œuvre qualifiée et compagnie, on ne peut pas devenir un pays émergent. Donc, il faut investir sur le savoir. Et comment déjà par l'école, en passant par la société. Et donc, sur ce plan, au vu de la situation nationale, on se dit que, en tenant compte de ce critère de savoir, le Congo est devenu un pays du quart-monde. Donc, comment un pays du quart-monde, au niveau du savoir et de la connaissance, peut-il devenir un pays émergent? Deuxièmement, c'est-à-dire au niveau des critères, le deuxième critère, c'est-à-dire il faut maîtriser sa monnaie. Or, nous sommes en zone France-Afrique contrôlée par le franc CFA, qui est la monnaie coloniale dépendante de la France. Et donc, comment dans ces conditions, vous pouvez devenir un pays émergent quand vous ne contrôlez pas l'économie, les finances? Et sur ce plan de contrôle de la monnaie, il faut se dire que la zone France-Afrique est sans espoir, ni lendemain à construire et futur à édifier. Mais comment un pays France-Afrique peut-il devenir un pays émergent? Historiquement, je vous informe qu'en 1960, la Corée du Sud faisait partie des pays en voie de développement qu'on appelait les pays du tiers-monde. Regardez depuis plus de bientôt 60 ans, regardez comment la Corée du Sud s'est transformée. Elle n'a ni matière première, ni ressources comme nous les avions au Congo. Mais la Corée du Sud avait misé sur le savoir et la connaissance. Bien entendu, la Corée du Sud maîtrisait sa propre monnaie et donc vous avez tout compris. Le troisième critère, c'est la diversification de l'économie. Donc, il faut diversifier l'économie. Or, avec Sassou Nguesso, nous ne vivons que sous la rente du pétrole, qui est d'ailleurs géré depuis que Sassou Nguesso que de manière opaque. Souvenez-vous qu'avant l'arrivée de Sassou Nguesso au pouvoir en 1979, les comptes de l'État congolais étaient à l'équilibre. Et notre première ressource pour ceux qui ont formé tous ces cadres congolais, dont moi, c'est on vivait que du bois. Mais le bois là est depuis géré de manière opaque. Et n'oublions pas ce pétrole qui n'a jamais bénéficié au peuple congolais. Et pire encore, au niveau de la création des richesses, on n'a jamais respecté les fondamentaux même des règles économiques et financières.
Mesdames, Messieurs, quatrième critère, c'est les conditions de vie. Il faut créer un cadre de vie pour la population. Là, ils peuvent vivre, travailler et étudier. On peut attirer le tourisme. Donc, c'est un marché. Le cadre de vie, où vous avez l'eau, l'énergie, possibilité de transport en commun et tout ce que vous connaissez de le cadre de vie. Or là, nous, le Congo est descendu très bas. Il faut voir les érosions, les éboulements et toute la ville est devenue des trucs poubelles. On ne connaît même pas les règles, même géologiques et autres, les réseaux d'adduction d'eau, même des canalisations d'eau usée, de pluie. Donc, c'est vraiment un bazar. Tout un système qui a été mis là par Sassou Nguesso, sans vision, même de la structure de la ville, de l'urbanisme et de l'habitat. Donc, c'est un souci. Donc, on ne peut pas devenir pays émergent dans ces conditions de vie-là. Cinquième critère, il faut des institutions fortes. Or, Sassou Nguesso, c'est un homme fort, avec les moyens de l'État. Il n'y a pas d'institutions fortes au Congo. Sinon, on aurait des pouvoirs et contre-pouvoirs. Et n'oublions pas, on aurait pu arriver à des alternances politiques. On n'a pas créé des leviers pour combattre toute forme d'abus de pouvoir ou autre. Donc, nous avions ces problèmes. Alors, pourquoi le Congo, oui, le riche Congo-Brazzaville, est-il passé d'un pays du tiers-monde au quart-monde? Bon, je pense qu'il y a plusieurs critères aussi. D'abord, un putschiste comme Sassou Nguesso, qui est contre la volonté du peuple, contre la démocratie, ne peut pas développer un pays. Il faut un climat de confiance entre les élites et autres. Donc, on a une volonté de construire quelque chose ensemble. Or, un putschiste reste un putschiste. Sassou, c'est un putschiste. Donc, un putschiste ne peut pas avancer un pays, surtout connaissant le passif de ce putschiste, sa personnalité profonde et la nature de son régime, qui est liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et anti-congolais et confiscatoire d'ailleurs de tout l'État. Donc, ce n'est pas possible. Bon, le deuxième critère, c'est le poisson. Hein, pourri toujours par la tête. Vous savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc, comment Sassou Nguesso pourra-t-il développer ce pays alors que le président ivoirien actuel, Alassane Ouattara, a dit on peut tout donner l'argent à ce pays, avec Sassou Nguesso à la tête de ce pays, le pays-là n'avancera jamais. Et c'est vrai, ce pays-là n'avancera jamais avec Sassou Nguesso. C'est comme vous laissez la clé de votre maison à un voleur, ou laissez la garde de votre poulailler à un renard, ou laissez la garde de vos enfants à un pédophile. C'est comme laisser votre société gérée par un criminel. Donc, dans toute organisation, qu'elle soit État, État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrait prendre la tête. Donc, on le voit les résultats. Et troisième critère, il faut se dire que Sassou Nguesso, c'est quand même quelqu'un d'atypique. En mathématiques, il y a 4 règles. Addition, multiplication, soustraction et division. Or, Sassou Nguesso ne connaît pas les 2 premières opérations, dont l'addition et la multiplication des talents et des bonnes volontés. Il n'a su qu'utiliser la règle de la division et de la soustraction des talents et des bonnes volontés. On vient le servir, point barre, un être mortel qui va nous laisser une merde. Donc, Sassou n'a jamais respecté l'addition ni la multiplication des talents. Or, parmi des pays qui sont émergents, donc on a su toujours attirer les meilleurs cerveaux, la matière grise, les bonnes volontés, les bons talents pour être dans une dynamique de développement. Donc, or là, sur ce plan, personne ne peut me contester que Sassou Nguesso ne sait que faire l'opération de la division et de la soustraction, l'art de diviser pour régner et détruire ces pays, briser des vies et fracasser ce pays. Mesdames, Messieurs, quatrième critère, c'est la privatisation de l'État. Vous savez que les notions les plus insignifiantes, même de l'honnêteté, même le sens de l'État, des institutions, du vivre ensemble, du bien commun et autres, ne sont même plus respectés, c'est Sassou Nguesso. Il ne connaît pas ça. Les notions les plus insignifiantes de l'État,
des institutions, du vivre ensemble, de l'unité nationale. Il ne connaît pas ça. Il a privatisé ce pays en une forme d'État-tribu, État-ethnie, État-mboshi, où toutes les grandes responsabilités du pays sont aux mains d'un même clan et qui n'est pas sa médiocrité ou idiocratie n'a pas été capable de gérer ce monopole de la confiscation de l'État. Sinon, s'ils pouvaient mieux faire, on pouvait laisser. Mais on a vu par exemple au Guinée équatoriale, et c'est pas pareil, même si c'est indicateur, on voit qu'au cours de ces 10 dernières années, elle a apporté quand même, 15 dernières années, elle a apporté quand même les conditions de vie à la Guinée équatoriale, contrairement à ce indicateur. Donc il y a eu une privatisation de l'État par un chef d'État de fait, illégal, illégitime, et qui n'a jamais franchi les barrières de l'humanité, de la société et de la civilisation. Il n'a jamais franchi les barrières de la raison, sinon ça se saurait. Il n'a jamais franchi les barrières de l'esprit critique, sinon ça se saurait. Il n'a jamais franchi les barrières de la conscience, ni de la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice, du caractère sacré de la vie humaine, du but même de la condition humaine et voire extensée, c'est-à-dire écologique, aujourd'hui en tenant compte de nos sources d'approvisionnement en ressources naturelles, que ce soit en eau, en énergie et tout compagnie. Donc vous avez tout compris. Donc c'est un danger permanent pour le Congo, mesdames, messieurs, peuple congolais. Bon, il faut se dire aussi que, au cinquième critère, que Sassou Nguesso n'aime pas ses semblables, ni son peuple, et encore moins ce pays. Et résultat, nous avons aujourd'hui des vies brisées à grande échelle. Nous avons un pays surendetté pour rien et en faillite d'ailleurs. On a transformé des dettes privées en des dettes publiques et qui vont rester là pendant des générations encore, plus tard aux environs de 2050, 2080, ils ne seront plus là. Mais qui va gérer ça? C'est tous les soucis qu'il faut dire aux civils, politiques et militaires. Nous laissons quelque chose qu'on a été de fracasser notre pays entre nous, Africains, Congolais, avec la complicité, comme dans le discours de la servitude volontaire d'Étienne Laboissy au XVIe siècle, et que oui, Sassou n'a de pouvoir que parce que nous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil et politique et militaire, on l'a laissé. Mais si nous, on se met dans la rue, et il est sûr et certain qu'il va partir. Il doit partir, il va partir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, le résultat, c'est que nous avons un peuple aux arrêts. Un pays occupé. Et n'oublions pas que, il faut dire que nous sommes passés du tiers-monde au quart-monde. Et pour rien. Le quart-monde, c'est quoi en fait? Il suffit de voir déjà la condition humaine, l'accès à l'eau potable, à l'énergie. Oui, quand on parle de l'eau, l'eau c'est d'abord la vie. L'eau, partout dans toutes les sociétés, c'est un défi politique, de santé publique et technologique. Mais or, pour Sassou, l'eau, c'est un défi diabolique, satanique pour sa conservation de la tyrannie sous le tête, soit disons de la domination, sachant que ce monsieur, la superstition est poussée à l'extrême. Et donc, au niveau de l'eau, la vie, vous voyez comment les gens ont des maladies digestives, rénales et nerveuses avec tout ce qu'ils mettent dans l'eau là pour empoisonner les Congolais. N'oublions pas les problèmes, citons les soins, l'injustice, l'insécurité, le pouvoir d'achat en berne et tout compagnie. L'injustice règne en maître. Il faut savoir aussi que ce pays ne va jamais s'en sortir avec Sassou Nguesso. Donc le temps n'est plus de s'indigner, mais d'agir et maintenant. Mesdames, Messieurs, en résumé, le pays est en danger et nous sommes individuellement et collectivement en danger. Si on tenait compte seulement des indicateurs macroéconomiques qui sont déjà au rouge, quand on parle en un mot des règles économiques et financières, il y a 3 indicateurs qui sont majeurs. La balance commerciale, le taux d'investissement et le pouvoir d'achat. Commençons déjà par le premier indicateur, qui est la balance commerciale. On n'a jamais créé des richesses, ni diversifié les richesses. Et le pétrole n'est géré que de manière opaque. Toutes les ressources naturelles sont gérées de manière opaque, avec des impacts écologiques qui touchent déjà la survie de tout un peuple, en tenant compte des métaux lourds et des impacts écologiques qui sont des durées de vie et qui vont être trop longues. Et donc, nous n'avons pas su créer des richesses. On a su que jouer avec la rente pétrolière, qui est déjà ce pétrole géré de manière opaque, qui coûte plus de 50% de l'économie, qui gère de manière opaque entre les uns. N'oublions pas les problèmes des biens mal acquis, des paradis fiscaux, des magots énormes
caché là, encore là. Donc, ce fut vraiment un acharnement contre notre propre continent, contre notre propre pays. Mais c'est honte noire et noire. Mais c'est du jamais vu. Donc, au niveau de la balance commerciale, elle est négative. Parce que si on enlève ce pétrole-là avec les cours de baril de pétrole qui ne cessent de fluctuer en fonction de ce qui va se passer d'ici 2050, parce que les énergies fossiles vont être progressivement déclassées au profit des énergies renouvelables. Nous n'avons pas pensé notre modèle économique de la prestation des eaux, mais on va les penser. Mais pour l'instant, on ne va plus compter sur ce pétrole. Il faudra tout négocier, voir ce qui s'est passé. Bon. Donc, au niveau balance commerciale, la balance commerciale est négative. Donc, si on tenait compte de la balance commerciale, nous sommes en décroissance et en récession au terme économique. Mais les taux d'investissement, par exemple, deuxième indicateur macroéconomique. Mais là, sur l'investissement public, bon, ben, le pays est en faillite, il est sous programme FMI, visque des donations, mais comment on peut investir l'argent alors que l'indicateur et son gouvernement n'arrivent même pas à appliquer les 48 mesures imposées par le FMI le mois de juillet dernier. Donc sur le plan d'investissement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, investissement public, tout va se dégrader avec des infrastructures empoisonnées et par la dette où l'air magot a été caché dans les paradis fiscaux, les biens mal acquis, les valeurs mobilières, actions, obligations, ils ont investi par-ci. Mais est-ce que cette richesse-là va les faire sortir du picadoir et qui va certainement arriver dans l'air âme et conscience, on peut tout fuir sauf sa conscience. On fait dire non, mais pourquoi j'ai fait ça ailleurs alors que mon pays, mon continent est en train de... Donc, il y a un souci. Donc, sur le taux d'investissement public, il est nul et en ce moment négatif. Mais le taux d'investissement privé, mais là, bon, ben, en dehors du pétrole et des mines solides et de tout ce qui va là-bas, mais les gens là-bas servent seulement pour capter abusivement nos ressources naturelles et venir les transformer ailleurs. Donc, on ne peut pas aller investir dans un pays où il y a l'insécurité, où il n'y a même pas un cadre de vie, où il n'y a même pas les gens qui respectent les fondamentaux des règles économiques et financières. Donc l'investissement privé, là, il est nul. On ne sait même pas comment on peut faire. Donc là, le taux d'investissement au Congo est aujourd'hui négatif, donc nul, presque. Donc le pays en récession, donc en décroissance. Mais il reste le pouvoir d'achat, mais c'est la conséquence de tout ce que j'ai précité. Regardez les pensions, retraites, les bourses d'étudiants, et les salaires des fonctionnaires et tous les secteurs privés et tout. Oui, c'est de base, c'est vraiment, on n'a jamais vu ça, c'est jamais vu. Cette dictature-là va rentrer dans les cas d'école de l'histoire humaine à l'échelle congolaise par les Noirs, entre Noirs. Donc il faudra qu'il y ait des anthropologues, des historiens, des politiciens et de tous ceux qui peuvent étudier cette histoire de la dictature de Sassou et d'Nguesso qui nous a été imposée le 5 juin au 15 octobre 1997 par la France-Afrique, dont les conséquences sont toujours d'actualité, mesdames, messieurs, peuple congolais. Eh bien oui, donc en tenant compte du pouvoir d'achat, du taux de consommation et de tout, donc on s'est dit au final, nous sommes aujourd'hui en récession, c'est-à-dire en décroissance. Donc c'est un pays qui est devenu une poudrière, une bombe à retardement et qui à tout instant les détonateurs vont sauter parce que les pressions sociales et autres sont telles que le régime ne pourra pas s'en sortir. Donc l'enjeu est de mettre les gens dans la rue parce qu'aucune puissance économique, militaire et autre ne pourra pas intervenir dans un pays où le peuple, c'est cela, ça fait partie des fondamentaux des sociétés et de la civilisation. Donc le peuple, le pouvoir, c'est le peuple. Donc c'est à nous de se préparer individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, de le dégager. Donc arrêtons la division et après on pourra traiter tous les restes après dans un consensus que nous allons penser ensemble. Mesdames, Messieurs, le questionnement de cette situation porte à examiner d'abord des éclairages anthropologiques. Eh bien oui, mais pourquoi les Noirs, Africains, Congolais s'acharnent-ils contre eux-mêmes, contre leur pays, sachant qu'un Noir, un Africain peut être riche, intelligent partout dans le monde, tant que l'Afrique noire ne sera pas debout en termes de tout ce que j'ai précité, nous ne serons jamais respectés. Ils peuvent venir investir leur argent ici et s'enrichir, mais ça c'est un état éphémère, mais l'image, elle est là. Donc vous avez tout compris. Et au niveau politique, c'est le cas de vie et des enjeux que vous allez voir. Donc les enjeux sont interraciaux et de se battre pour la libération. Merci.